Nous avons essayé de faire la synthèse de deux tourismes. Il y a le tourisme commercial, le tourisme de masse. Donc les touristes, ils viennent à Bamako, ils logent dans des hôtels, ils prennent les 4x4 climatisés, ils vont sur le site, ils reviennent. Aucun bénéfice pour les populations, mais tout pour le tour opérateur. Mais l'autre tourisme, le tourisme solidaire, c'est le tourisme qui est en contact, en prise directe avec les populations, qui a un impact direct sur leur niveau de vie, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'agriculture, en termes de bien-être. Donc c'est cette forme de tourisme que nous encourageons. Bonjour, je m'appelle Manuel. Je viens tout juste de soutenir mon mémoire de master sur la promotion du tourisme solidaire en France. Mais au fait, savez-vous ce qu'est le tourisme solidaire? Avec plus de 850 milliards d'euros de revenus annuels, soit 12% de la richesse mondiale, le tourisme représente aujourd'hui le principal secteur d'activité économique au monde. Bien souvent, le tourisme représente une des principales sources de revenus des pays en voie de développement. Mais on estime que jusqu'à 80% du prix d'un voyage peut revenir dans les pays développés, principaux propriétaires des entreprises touristiques. C'est pour cela que l'on parle de tourisme équitable, pour favoriser une répartition plus juste des revenus touristiques en faveur des populations, et de tourisme solidaire, car une partie du prix du voyage permet de financer des projets destinés à améliorer le quotidien des habitants. Concrètement, vous êtes en contact direct avec les habitants pour découvrir leur quotidien. Une fois sur place, vous êtes accompagné d'un guide local, en petits groupes, et vous pouvez partager des activités avec eux. Vous pouvez dormir, manger chez l'habitant, et ceci en toute sécurité. Bon, maintenant il faut que je vous quitte, car je dois aller préparer ma valise. J'ai l'opportunité de participer à la caravane solidaire qui va traverser l'Afrique de l'Ouest. Alors cette caravane solidaire va parcourir plus de 4000 km en 10 jours à travers 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Vont y participer des représentants d'associations de la société civile africaine, des professionnels du tourisme, des journalistes et un étudiant. Ensemble, on va découvrir des projets de tourisme solidaire et de développement durable mis en place par de dynamiques petites associations et ONG locales. Et si vous aussi vous partez en tourisme solidaire, vous aurez l'occasion de découvrir ces projets. Bon désolé, c'est là qu'il va falloir qu'on se quitte parce que je dois y aller, sinon l'avion va partir sans moi. Bonne continuation! Ah, vous êtes là, vous? Décidément, ça vous intéresse, le tourisme solidaire. Puisque c'est comme ça, venez, je vous offre un café, je vais tout vous raconter. C'est bien ce que je vous disais avant de partir. Le tourisme solidaire, c'est une expérience passionnante, parce qu'on est vraiment plongé au cœur de la vie locale d'un village. Alors, tout est parti de Cotonou, capitale du Bénin, point de départ de notre caravane solidaire, avec son sympathique organisateur, Gauthier, responsable d'une ONG locale, Eco-Bénin. Nous avons initié un événement, une caravane, qui non seulement permet à des responsables à divers niveaux de vivre ce que nous appelons tourisme solidaire, mais aussi d'échanger leur expérience avec les communautés sur place. Le premier projet que l'on a visité, c'était le lac Aimé, à Poso Tomé, non loin de Cotonou.
Eh bien, figurez-vous que ce lac connaît un problème écologique dû à la surpêche des populations. Du coup, il n'y a pratiquement plus de poissons. Donc, pour compléter leurs revenus, les pêcheurs locaux proposent aux touristes, pour leur expliquer leur métier, de les emmener faire un tour en barque traditionnelle. Mais je n'oublierai jamais ce merveilleux accueil qui nous a été réservé par la population. Salut, salut, bonne arrivée, monsieur Gauthier, bonne arrivée, chers invités. Nous avons appris que vous serez là, que nous sommes aidés, nous vous saluer. Bonne arrivée, monsieur Gauthier, bonne arrivée, chers invités. Nous avons appris que nous serez là. Les invités qui sont arrivés de Cotonou, je vous souhaite la bienvenue sur la terre de Poisson Tomé. Soyez-en les bienvenus. Merci. La caravane vous conduira jusqu'à Bamako, sain et sauf. Là, nous sommes au lac Kayemé, sur le premier site de la caravane solidaire. Et là, au lac Kayemé, le lac Kayemé, depuis les années 90, il a commencé à avoir une baisse tragique de la productivité halieutique. Donc, il y a beaucoup de villageois qui ont commencé à faire les dodos rurales, ils sont au chômage. Donc, pour répondre un tant soit peu à ces problèmes, nous avons, après un diagnostic, identifié avec les populations qu'on pouvait, entre autres activités, développer l'écotourisme communautaire ici. Là, aujourd'hui, nous avons une dizaine de circuits qui sont fonctionnels, opérationnels, et les populations commercialisent cette dizaine de circuits. Bonne nuit. À bientôt. Le circuit au fil de l'eau consiste à montrer aux touristes les techniques de pêche que nous pratiquons sur le lac Kayemé. Maintenant, nous avons devant nous une divinité hydrique que nous appelons Aflekete. Cette divinité est une divinité qui est sous forme d'aquarium, qui est là pour conserver les alevins. Ça aide la population, les villages qui sont autour du lac Kayemé, à vivre mieux. Parce que les poissons qui se multiplient dedans, et quand ils sortent de l'aquarium pour se promener, les pêcheurs les croisent et ils les pêchent, et c'est la joie pour ces pêcheurs. Félicitations. On commence par démêler. On met sur notre pouce. Bon, lui, il va reculer maintenant la barque. Pourquoi on ramène le filet tout doux? Et quand tu ramènes le filet avec rapidité, là, tu vas rater les poissons. Ah bon? Oui, donc il faut ramener ça tout doux pour que tu puisses racler bien la vase. Et de là, les poissons qui sont sortis de la vase et qui sont sur la vase vont alors rentrer dans notre filet. Comme il n'y a pas assez de poissons dedans, là, on n'a rien capturé, si je vois bien. Donc nous allons alors relancer pour voir si on aura la chance. Ici, c'est le cap. C'est du poisson cap, ça. À partir de 8 ans, bon, ton papa commence à t'amener sur le lac. Comment? On a des pirogues. Tu montes dans la pirogue avec ton papa, tu t'assois et papa conduit. Arrivé là-bas, tu regardes comment papa est en train de lancer le filet. Petit à petit comme ça. Bon, un jour, il te dira,
Au lieu que tu es assis, il te dira un jour de mettre debout. Quand tu es debout, quand il est en train de conduire, tu es en train de trembler, petit à petit aussi, tu seras habitué à rester debout dans la pirogue. De là, il te fait un petit filet. Et maintenant, c'est de là que tu vas commencer par apprendre comment il faut lancer le filet. Après avoir maîtrisé maintenant, tu vas commencer avec la pirogue. Petit à petit, comme ça, tu es devenu un pêcheur. Dans le programme de la caravane solidaire, puisque nous allons faire près de 4500 km avant d'arriver à Bamako, nous avons prévu compenser un peu nos émissions de CO2. Alors, donc, nous avons prévu planter 4000 palétuviers ici. Donc, il y a des tas là, c'est des tas de 100 propagules de palétuviers qui, ces propagules sont prises directement et sont plantées le long du lac et ça pousse. Les palétuviers, c'est là qu'est leur chose, leur milieu, leur écosystème propice. Donc on plante juste dans le vase et puis ça va pousser. Voilà. Hop. Donc ces projets ne sont pas seulement emblématiques en matière de protection du lac et de ses ressources, mais ils constituent également un bon exemple de la manière dont le tourisme solidaire permet de diversifier les sources de revenus des pêcheurs locaux. Mais avant de quitter ce beau pays, nous avons visité un autre projet à Koussoukouengou. J'ai bien dit Koussoukouengou. Là-bas, une association locale, la Perle de l'Atakora, développe un projet de conservation de l'habitat traditionnel appelé les Tatasomba. Alors ce que j'ai vraiment retenu de ce projet, c'est qu'on remarque que le rôle de la femme est vraiment valorisé aux yeux de sa communauté. Oui, je suis la guide et je suis cuisinière aussi. Oui, d'autres femmes, il y a d'autres femmes même qui veulent suivre la formation aussi et être comme nous aussi, qu'elles voient que c'est bon. Premièrement aussi, bon, ça me donne aussi, comment je peux dire ça? Le français ne me suffit pas. Oui, ça, il faut dire ça. Mini, mais d'abord, elle dit que comme si elle guide, que effectivement, quand elle guide, elle-même elle est contente. Et il y a d'autres femmes qui sont intéressées à venir aussi mener les mêmes activités qu'elle. Au même moment que ça l'aide, elle se forme aussi.
Et elle voit que quand elle mène cette activité-là, quelque part, elle dépasse un peu les autres femmes qui ne pratiquent pas la même activité, quoi. Vous voyez, quand elle discute comme ça avec vous, que ça la fait beaucoup plaisir, elle sent que elle est fière, quoi. Voilà. Bon, avant, les gens de chez nous, les hommes de chez nous ne connaissaient pas que c'est bon pour les femmes aussi. Mais maintenant, ils voient que pour les femmes, c'est bon aussi qu'elles soient guides ou bien si c'est sur la cuisine. Même il y a d'autres qui poussent les femmes à aller dedans aussi. Même moi, quand j'ai commencé, mon mari était jaloux, mais maintenant, il n'est plus jaloux. Au départ, effectivement, ça n'avait pas été facile qu'elle guide, puisque déjà, elle fait partie d'une famille qui est polygame. Son mari a beaucoup de femmes. Et comment une qui va quitter dans le groupe là et venir guider, vous voyez, le mari trouvait déjà qu'il pouvait la perdre ou bien elle allait dépasser les autres qui sont à la maison. Et c'est maintenant son mari qui l'amène maintenant pour nous dire tenez, puisque quand il a vu qu'elle apporte beaucoup de choses à la maison. Un tata, c'est l'habitation que nous avons choisie. C'est ça que nous appelons notre château fort. Nous appelons ça en français les jumelles. Puisque de l'intérieur, on arrive à voir de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passait? Dans l'ancien temps, il y avait ce que nous appelons l'enlèvement de femmes d'autrui. Et la personne vit à l'intérieur avec sa femme, tout ça là, et toi tu rôdes autour pour lui arracher sa femme ou bien pour voler tout ce qu'il a dedans comme bête. Donc à l'intérieur, lui, il vient rester ici et il peut t'envoyer la flèche par ce petit trou que vous voyez. La serrure, c'est ça, c'est ce bois là. On les met et avec l'autre là, on cale. Il y a 2 piliers là où on bloque et personne ne peut rentrer. Entrez devant. On va faire au moins 2 tatas. Nous intervenons, nous autres, au niveau de comment faire en sorte que la population puisse mieux vivre avec la réserve, comprendre l'utilité de la protection durable de la réserve et pouvoir tirer profit de l'exploitation. Et ceci passe nécessairement par la réduction de la pauvreté. Si les gens sont pauvres, vous ne pouvez pas leur demander de protéger des animaux, des ressources forestières qui sont à leur nez. L'intervention, c'est de pouvoir trouver quelques circuits au niveau village, la valorisation des milieux locaux, la valorisation de l'artisanat local, de telle manière que nous rentrons dans la logique d'un tourisme responsable et solidaire qui puisse permettre de régler les 2 problèmes. Le problème du défi de la conservation et le problème du défi de la réduction de la pauvreté locale. Ça a commencé par sensibiliser sur la nécessité de vivre avec les étrangers, parce que ce n'était pas facile. Tant qu'on ne tire pas profit de l'intervention, on ne peut pas comprendre l'arrivée des autres qui peut paraître comme un envahissement à un moment donné. Donc aujourd'hui, toute la communauté est mobilisée pour tenir le village propre. Ça permet de régler les problèmes d'hygiène et d'assainissement, la gestion des déchets ménagers, parce qu'il faut être propre avant de recevoir les autres. Ça permet aussi d'envoyer les enfants à l'école, parce qu'on parle de tourisme solidaire, de tourisme responsable. Il faut que ce soit équitable. L'équitabilité, on ne va pas voir des enfants qui traînent. On travaille aussi sur la relation de l'autonomisation des femmes. Tout ce qu'on fait, il y a un rapport d'équité à avoir entre le nombre de femmes impliquées dans l'activité et le nombre d'hommes. Dès qu'on a monté des circuits qui ont intégré le Tata Samba, alors les jeunes se sont dit mais c'est quelque chose de bien, alors il faut qu'ils continuent à faire le Tata Samba. Et bizarrement, hein, en 4 mois d'activité, il y a eu un nouveau Tata qui a été construit cette année, alors que ça fait 30 ans que les gens n'ont pas construit de Tata ici. Et si vous y allez, vous pourrez dormir dedans. C'est ce que j'ai fait. Et ce qui est très agréable, c'est que vous dormez en terrasse et que le sol est chauffé par le foyer qui est juste situé au rez-de-chaussée. Bonjour.
Nous avons rencontré dans la région du Kloto, au Togo, l'association ADETOP, qui mène des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement depuis 10 ans. Par exemple, elle initie chaque année plus de 12 000 élèves à la protection de l'environnement et des rivières et a planté plus de 100 000 arbres depuis 12 ans. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer 3 choses. Les papillons, c'est-à-dire les insectes, les plantes et spécialement les plantes pour la peinture végétale. Si vous allez là-bas, vous pourrez rencontrer l'étonnant Prosper, passionné de papillons et de peinture végétale. Un homme vraiment attachant, un vrai personnage local. Je ne travaille pas pour les autres, mais je suis un membre d'une manière ou d'une autre. Pour être simple, disons que c'est une plante de la famille du haricot. Donc, à l'intérieur, je me permets de récupérer une gousse. Si vous voyez les gens jouer, faire les jeux là, ils mettent des billes dedans. Quand c'est aux maturités, c'est noir. C'est noir, ils récupèrent ça pour servir des pignons dans les billes, dans le jeu awalé. C'est une espèce de papillon très estimé par les collectionneurs parce que la femelle est bien spéciale. C'est Papilio dardanus femelle. En plus, elle est impeccable. Attention, hein, il y a des épines là. Voilà, par exemple, moi je vais à la chasse, je vois ça, je n'attrape pas. Elle est pleine. Elle est pleine. Le mâle est très joli, très grand, avec couleur jaune. Bon, le caractéristique des papilios, c'est qu'au moment où ils butinent dans les fleurs, ils battent toujours les ailes. Oh ouais, il y a 7 familles de papilios ici. Je lâche. Oui. La plante là s'appelle lantana. Voilà, je transfère dans la volière avec un insecte. Oh, ça c'est un insecte? Ouais, c'est un phasme. Mais non. Si. Il est immense. J'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de reproductions. Là même, on fait attention quand on marche. Ouais. Oh, un beau caméléon. Alors, ouais. Pourquoi me le soir J'exerce sur la peinture végétale. Je l'appelle plutôt teinture végétale parce que c'est des teintures que nous obtenons à partir des pigments naturels. Par exemple, c'est la plante de l'indigo que nous récupérons, c'est la feuille, nous pilons. Alors nous obtenons au début du jus vert. On obtient le jus vert parce qu'à partir de ce jus, vous avez le vert, la couleur verte, et fermenté, vous avez la couleur bleue. Par exemple, ici, il y a la couleur jaune à partir de cette crème. Ok, c'est juste une petite démonstration que je fais. Les touristes d'avant, ils aiment acheter les tableaux de papillons, ils aiment acheter les insectes, les tableaux de scarabées, tout ça, c'est impressionnant, c'est joli. Mais aujourd'hui, les touristes, ils haïssent tout ça. Ils me jugent même peut-être de méchant pour avoir vu que j'attrape les papillons, je les tue pour mettre... Les touristes d'aujourd'hui sont de plus en plus écologiques. Donc, du coup, ils sont plus intéressés à ce que je fais dans le domaine naturel de la peinture végétale. Donc, l'écologie fait que je vends très peu de tableaux de papillons par rapport au passé, mais beaucoup de tableaux de peinture végétale. Bonjour. Yeah. Elle est finie là.
au Ghana, j'ai pu rencontrer une communauté qui fait un remarquable travail de préservation de l'environnement autour d'une magnifique cascade. Toute la communauté est impliquée et a même été reconnue au plan de vue national. Nous avons déjà parlé. Non, non, on n'est pas encore sorti. On a dû brûler même une étape, mais on est toujours dans le Ghana là. Hein? Ah non, c'est le moteur qui a... Il y a un petit bruit au niveau des coussinets là. Tout à l'heure, on va descendre le caté et puis on le remplace. Ça va prendre 2 heures de temps. Tout à l'heure, on va finir. Vous regardez, vous êtes des assistants. On est toujours à Bolgatanga, où la caravane est bloquée depuis 1h30 pour des questions techniques sur une de nos voitures. Et ça, c'était sûr que la caravane a traversé des moments durs, des moments difficiles. Donc voilà un de ces moments et on espère que cela ne va pas continuer. Voilà, vous avez un nouveau ami qui va faire le reste du séjour avec vous et j'espère que ça va se passer comme nous l'espérons tous. Au Burkina Faso, j'ai vu de magnifiques sculptures en plein air. Là-bas, de plus en plus de jeunes non scolarisés se retrouvent sans emploi. L'association Zone Néré a décidé de créer un centre culturel et artisanal pour leur réinsertion. D'ailleurs, le jeune guide qui nous a montré les sculptures y a été formé. Chaque 2 ans, les artistes viennent de par le monde et ils sont hébergés dans les maisons que vous voyez là-bas. Et pendant un mois, chacun doit choisir un bloc dans le site qui va le convenir le mieux pour réaliser une œuvre. Des gens qui battent du mille pour parler de la solidarité, l'arbre à palabre, la tradition orale et les danses traditionnelles sur la dernière plaque. Et si ces fils le voulaient ici, il faudrait que le labeur soit à la hauteur. Nous avons un artiste français qui s'appelle Pepito et qui a fait la recherche de la vérité ici. Pour dire qu'il n'y a jamais de vérité facile, c'est pourquoi la pente est raide. Et à mesure qu'ils y vont, ils diminuent de taille et changent de couronne parce qu'ils perdent la force et le pouvoir. Ça veut dire qu'à mesure de la vérité, ils deviennent humbles. On a été formé par les artistes sur place parce que la chance est qu'on est du village, donc aux premières
édition, du premier symposium, on était avec les artistes. Bon, on était curieux aussi, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, etc. C'est pourquoi on a posé tas de questions et on a même eu l'idée de les écrire et qui nous a permis d'avoir déjà pourquoi les artistes sont venus travailler ici à Lango et pourquoi pas ailleurs et qu'est-ce qui les motive à faire réaliser des œuvres comme ça et qu'est-ce qui se cache derrière cette œuvre. Ce site est merveilleux, surtout que je viens d'une région de collines, une région où le granit est exploité, mais juste à des fins commerciales. Alors que ce site, par exemple, ça va rester pour des générations et des générations. Donc, et ça ne participe pas à la dégradation de l'environnement, comme ça se passe chez moi, à Dassazoumé, dans le département des collines, au Bénin. Donc, c'est un site qui me donne beaucoup, qui me fait rêver. Et vraiment, je ne sais ce qui va se passer après, disons, cette caravane-là. Mais ça provoque un déclic. Si vous pouvez vous rapprocher, par exemple, de notre guide, j'ai déjà pris des contacts, j'ai pris la photo du site et puis de son contact pour que on fasse venir un artiste ici ou qu'on déplace un artiste de cette région vers chez nous pour pouvoir former un maximum. Donc je vais discuter avec lui très prochainement pour voir qu'est-ce que cela pourrait coûter, quelles sont les conditions de faisabilité d'un projet pareil. On connaît son nom, on connaît son nom, on connaît son nom c'est Lucien, on connaît son nom. Non, son prénom, non, son vrai nom, non, son nom de Sochin, non, son nom c'est Yacine, on connaît son nom. Là, ils sont en train de régler l'embroyage. Il semble qu'on ait quelques complications avec les cacanes africains. Je ne comprends pas ce qui se passe parce que vous avez été embouté depuis le Bénin. Son prénom, son vrai nom, le nom de la caravane. Son nom c'est Caravane, on connaît son nom, on connaît son nom, on connaît son nom. Son nom c'est Caravane, on connaît son nom. Oh, connaissez-vous son nom? Son prénom, son vrai nom. Oui, on est à Bobo Dioulasso. On avait normalement un programme ici à 8 h avec le maire, mais on est venu, le coordinateur local nous dit qu'il n'y a plus un tel programme. Donc on va continuer dans la forêt de Kou tout à l'heure. C'est tout, il n'y a rien de grave là. Bienvenue à la forêt du Kou. Donc je vais vous présenter rapidement les gens et puis on va aller dans la paillote pour pouvoir mieux discuter avant de commencer la visite. Et d'abord pour commencer, je vous présente nos excuses pour ce retard. Comprenez aussi que nous sommes en train de voyager depuis près de 10 jours et là la fatigue commence à gagner les reins, donc il faut, pour rassembler la troupe, ça devient de plus en plus difficile. Ici, vous êtes sur le sentier ethno-botanique. C'est le premier sentier qu'on a ouvert. C'est-à-dire que vous allez pouvoir observer à gauche et à droite, il y a des pancartes qui nomment les arbres de façon scientifique, avec le nom traditionnel Bobo, le nom Dioula et l'utilisation traditionnelle de l'arbre. Donc on prend le sentier rouge là, qui est donc le sentier ethno-botanique. Vous voyez la rivière du Kou qui traverse la forêt. Donc c'est cette rivière qui est à sec pendant les 3/4 de l'année. Et ici vous avez les sources de la Guinguette qui forment un bras donc de rivière.
Et ces deux rivières vont se rejoindre à la zone de confluence, juste à côté de la station de pompage de l'ONEA, de l'Office de l'eau. Donc après, la rivière du Cou, qui a donné le nom à la forêt, sort avec en permanence de l'eau tout au long de l'année. Voilà, mais c'est uniquement alimenté en saison sèche par les eaux de la Guinguette. L'eau ravine tous les sols et vient gonfler la rivière. Et on peut avoir ici de l'eau jusqu'à la poitrine, là où vous êtes. Et le risque, c'est que le lit de la rivière du Cou est en train d'emprunter le lit de la Guinguette. Et donc, au passage, traverse les sources et ensable les sources. Et ça, on a beau montrer ça aux autorités locales, elles en ont conscience. Mais rien, ça ne bouge pas comme ça. Hein. Mais ici, il y a quand même une grande culture du tourisme, on va dire culturel. Surtout à Bobo, ici dans la région, où des jeunes viennent pour apprendre la musique, les djembés, le balafon, la danse traditionnelle. Et c'est une sorte d'écotourisme, on va dire, enfin de tourisme solidaire, sans le nommer, parce que les gens viennent vivre chez les musiciens, ils viennent apprendre ce qu'ils font, ils mangent ce qu'ils mangent. Et c'est un truc totalement spontané. Pour moi, l'écotourisme, ici au Burkina, se pratique de façon totalement spontanée. Les risques d'y mettre une étiquette, c'est justement le risque peut-être de le formater, de le formaliser, de le ranger dans un tiroir. Pour te prendre un exemple, il y a un grand groupe, je crois que ce sont des Libanais, qui ont organisé un centre écotouristique au barrage de Bagré, qui est à côté de Ouaga. Ils ont appelé ça centre écotouristique. En fait, c'est une plage artificielle où le but, c'est quand même de faire de l'argent pour eux-mêmes, mais ils ont mis le mot écotouristique. Et puis aussi, il y avait ce délicieux déjeuner préparé par cette association de femmes qui a pour but de sensibiliser ces dernières à la préservation de la forêt et à les rendre autonomes par la création d'activités. Je travaille avec une association qui s'appelle Union des associations des femmes pour le bien-être et la sauvegarde de la nature. Bon, c'est une association qui regroupe une trentaine d'associations qui auparavant exploitaient la forêt de façon illégale. Donc ces femmes ont été recensées par un projet qui était venu en son temps en 2003 pour en tout cas restaurer les forêts qui sont dans la ville de Bobo. Donc les femmes ont été recensées sur les chantiers de coupe et aujourd'hui elles se sont organisées et veulent maintenant protéger l'environnement et en même temps lutter contre la pauvreté. Donc nous, notre stratégie, c'est de leur doter des moyens, par exemple des connaissances, pour qu'elles-mêmes puissent être autonomes un jour. Donc il y a des formations et il y a aussi des unités économiques qu'on a mis en place, telles qu'une unité de décortiquage des noix de cajou, d'abord pour valoriser nos ressources naturelles et en plus de ça, voir comment la femme peut en tout cas avoir un petit revenu pour subvenir à ses petits besoins. Mais seulement, il y a la jalousie aussi des maris. Parce que quand la femme évolue en Afrique, quand le mari sent que la femme est autonome, elle arrive quand même à s'imposer un peu pour un certain nombre de questions, donc il devient jaloux. Donc il y a des maris même qui disent « Ah, tiens, voilà, ma femme n'est plus à la maison, ce sont des réunions, elle fait son commerce. Quand elle a l'argent, elle ne vient pas me montrer. » Donc vous voyez, donc nous sommes en train de voir comment aussi associer les maris, faire une approche genre en fait. Ça nous a échappé au départ, mais nous allons rattraper ça. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue et c'est pas pour vous chasser, mais je vous souhaite aussi une bonne continuation après. Bon, on a une troupe Trio Lolo, on peut dire que c'est nos partenaires aussi, pour agrémenter votre accueil. Ils sont venus pour faire de la bonne musique. Alors, ce qui nous a aussi surtout impressionné ici, c'est les femmes.
la sauce qu'on a mangée tout à l'heure, c'est à base des noix de cajou. Alors ça, c'est impressionnant. Nous avons, par exemple, chez nous au Bénin, ces noix de cajou. Ce n'est pas valorisé comme ça. Alors ça, c'est ce que nous voulons lorsque les touristes viennent ici, qu'ils mangent des choses comme ça. Et nous sommes sûrs que ces femmes qui produisent et qui vont chercher ces noix de cajou et le fonio, par exemple, qu'on a mangé, l'argent va rester ici. Ça restera gravé dans nos mémoires. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Clap two, clap two, triple. Au Mali, au sud de Bamako, encore un chaleureux accueil par la population de Sibi. Lui, c'est le président des moniteurs d'escalade. Nous y avions rencontré l'association Karamba Touré qui forme des jeunes comme moniteurs d'escalade. Ce qui permet de limiter l'exode rural de ces jeunes qui bien souvent souhaitent se rendre en Europe, parfois au péril de leur vie. Voilà, accrocher la corde pour qu'elle puisse monter. Ça profite à beaucoup de monde. D'abord, je pense que ça profite aux guides qui ont un boulot qui fait venir des gens de Bamako. Nous, on habite Bamako, on vient tout le temps ici parce qu'on peut grimper, quoi. Donc, quand on vient ici, on dort dans les campements, on va acheter notre pain ici, donc ça attire des gens en fait. Donc, ça draine tout un commerce autour, quoi. Et puis les jeunes qui sont des guides, en fait, c'est des jeunes de Sibi. C'est des jeunes qui autrement auraient peut-être migré vers la ville et qui là restent à Sibi. Oui, ici. Ils vont faire l'explication sur l'âge. Salut! Ça va? Donc, bonjour. Bonjour. Je suis Lamine Kamara, moniteur escalade. On va vous faire une démonstration d'escalade. Grimper en tête, descendre en rappel. Donc, on va vous présenter le matériel. Ça, c'est la casque pour protéger la tête. Donc, ça, on appelle ça le dégaine. Bon, ça, c'est le mousqueton à vis. Mousqueton à vis. On assure avec ça aussi. Voilà, c'est le boulier. C'est combien de kilos? Donc pendant qu'il grimpe, on va quand même un peu parler de cette expérience. Vous voyez celui qui est en tête là, le Lamine là qui grimpe. Son papa nous a dit non, son sac est prêt, la décision est prise, il part à l'Exode. Demain matin, il est à l'autogare et il s'en va. Son sac était là. On l'a retenu et on a expliqué au papa, ok, quand il va partir à l'Exode, il va nous ramener de l'argent, la famille va en bénéficier, on comprend très bien. Mais la proposition que nous, on lui fait, c'est de l'alphabétiser
lui donner une formation qualifiante, diplômante, et avec ça, il va avoir un métier, non seulement pour sa famille, mais pour son village, pour sa commune, et je dirais au niveau du Mali. Donc le papa, il a accepté, mais c'est vrai qu'il n'avait rien dans son grenier. Donc on lui a donné 50 000 pour qu'il achète un sac de riz. Et la mine est restée avec nous. Et aujourd'hui, la mine sait lire, écrire, il connaît l'ordinateur, il est trésorier et il est la fierté de toute sa commune. Avec l'avènement d'Inévi, on a travaillé sur... Non, on ramène rien du tout. Regarde. Et puis, pour vous dire, parce que le dimanche, notre loisir, on a fait un événement social. On va saluer les parents. Non, on ramène rien du tout. Regarde. Enfin, nous sommes arrivés au but de notre voyage, le Forum international du tourisme solidaire. Tous les projets dont je vous ai parlé, comme tant d'autres dans le monde, n'ont pas les moyens de se faire connaître auprès du grand public. Ainsi, ce forum permet de les mettre en avant en réunissant des représentants des gouvernements, des décideurs politiques locaux, des tours opérateurs et des responsables d'associations locales. Ensemble, ils échangent leurs expériences, coopèrent et élaborent des stratégies pour que le tourisme solidaire se développe. Merci beaucoup. Ils ont parcouru 4400 km en s'arrêtant dans tous les lieux qui avaient été prévus de façon à échanger, de façon à avoir des expériences et en fait à montrer que le développement durable est en marche en Afrique, mais qu'il est en marche avec les populations, avec les ONG, avec les associations, avec l'appui des collectivités, l'appui des administrations. Et ça, je pense que c'était une très bonne expérience, fondée sur l'échange, la solidarité, le respect des uns et des autres, le respect des cultures, et donc un exercice de préparation au forum là, international du tourisme qui a été tout à fait original. Et ensuite, dans chacun des pays, il y a eu un organisateur, il y a eu un petit groupe qui s'est mobilisé, qui a mobilisé les autres. Ils ont été accueillis dans les communautés, ils se sont débrouillés à l'africaine, mais ça a marché parce qu'ils sont là. Ils sont vivants, ils sont contents, et je crois qu'ils méritent un grand applaudissement. Les résultats principaux de ces forums, on pourrait dire que le premier résultat a été d'abord de se compter, de s'apercevoir qu'on était petits, on était relativement peu nombreux, on était isolés, donc il fallait se regrouper. C'est comme ça que progressivement, des réseaux régionaux, nationaux se sont structurés. On est maintenant une sorte de réseau qui est informel, mais une sorte de réseau mondial extrêmement important qui regrouperait, on pourrait dire, un millier d'initiatives dans 80-90 pays. Et ça, c'est l'émergence d'un mouvement international qui peut être un mouvement fort. Nous, on a une vision du responsable et du solidaire qui est un outil de développement au bénéfice des populations qui reçoivent les touristes pour dynamiser des économies locales. Voilà un petit peu, en très très court, disons, les quelques mots-clés que je peux retenir de toutes ces tentatives. Ça permet aussi, et surtout maintenant, d'amener des institutions, donc les administrations centrales, les ministères du tourisme, les ministères de l'environnement, les collectivités qui étaient au départ pas directement associées. Au départ, c'était
je dirais, c'était une initiative d'ONG, en tout cas une initiative associative, une initiative de l'économie sociale et solidaire. Bon, et progressivement, ça s'ouvre aux organisations plus importantes, aux organisations des Nations Unies maintenant, et je dirais que tout ça, c'était un peu une dynamique qui vise à structurer de plus en plus le mouvement avec des partenaires de plus en plus lourds et de plus en plus forts, et ça c'est important. La caravane solidaire montre aujourd'hui que l'on peut voyager utile, simple et proche des habitants grâce à un tourisme porteur de sens. Pour partir en voyage, il existe des opérateurs associatifs fédérés par l'ATES, Association pour le tourisme équitable et solidaire, qui vous propose une quarantaine de destinations dans le monde. Au fait, savez-vous où aura lieu la prochaine caravane? En Asie. Mais en attendant, bon voyage solidaire en Afrique! Vive le tourisme solidaire.